Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir animer ce 5e épisode de notre série de webinaires Quand le vivant inspire l'entreprise. Cet épisode, pour moi, c'est un épisode un peu particulier parce que j'ai découvert le travail d'Olivier Hamon fin 2023 en lisant son petit livre Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant. Et alors pour moi, ça a été une révélation. Autant il est assez facile de trouver les mots pour décrire l'amoncellement de problèmes qui nous arrivent dessus, les crises écologiques, les crises sociales, mais il est vraiment difficile d'apporter des outils conceptuels qui nous permettent d'envisager des solutions. Et c'est exactement ce qu'Olivier fait dans ce petit livre en nous parlant de robustesse. J'ai trouvé cette pensée lumineuse, intelligente et puis surtout incroyablement optimiste. Et donc, voilà, je suis vraiment très heureuse de pouvoir accueillir Olivier Hamon aujourd'hui. Bonjour Olivier. Merci de ton accueil. Merci d'être là. Avec plaisir. Donc, Olivier est chercheur et biologiste, chercheur à l'INRAE et directeur de l'Institut Michel Serres. Il va nous dire quelques mots sur son parcours dans quelques minutes. Avant, en attendant que l'ensemble des participants arrivent et se connectent, je vais vous dire quelques mots sur Rivage. Donc, Rivage, c'est l'entreprise que j'ai cofondée avec Thibaut. Alors Thibaut, c'est mon associé qui est juste à côté de moi aujourd'hui et c'est lui qui va animer le chat avec nous aujourd'hui. Donc chez Rivage, notre mission c'est d'embarquer direction et collaborateurs vers un passage à l'action positif à la hauteur des enjeux écologiques et surtout autour de la question du vivant. Chez Rivage, on a mis le vivant au centre de toute notre activité, de notre pensée, de nos réflexions et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on constate que autant le sujet du climat commence à être compris et appréhendé par les entreprises, malheureusement, le sujet du vivant, la crise du vivant est complètement invisibilisée. Elle est malheureusement aussi dramatique que celle du climat, et du coup, il est important d'agir. Et donc, on accompagne les entreprises dans cette prise de conscience sur le fait de le comprendre et de trouver les bons moyens d'agir. La deuxième chose, c'est que si on parle de vivant et pas uniquement de biodiversité, la biodiversité fait partie du vivant, c'est que on aborde aussi toute la notion plus conceptuelle du vivant. C'est-à-dire que plus on apprend à connaître le vivant, plus on réalise qu'il nous offre des outils, ce webinaire d'ailleurs en est un exemple parfait, des outils conceptuels comme autant de solutions face aux crises qu'on va devoir affronter. Donc on peut parler de robustesse, on peut parler d'économie circulaire par exemple, on peut parler de sobriété et aussi d'abondance dans certains cas, d'utilisation intelligente des ressources, de coopération, etc. Donc voilà, donc notre mission chez Rivage, c'est d'accompagner les entreprises dans cette prise en compte du vivant, cette connaissance pour trouver les bons outils et passer à l'action. Et un des premiers outils qu'on a développé dans ce cadre-là, c'est un atelier de sensibilisation qui s'appelle Suivez la piste du vivant. Et l'objectif de cet atelier est triple. Le premier, c'est de faire comprendre aux entreprises les liens d'impact et de dépendance qu'elles ont face aux écosystèmes. Le deuxième objectif, c'est de les mettre sur la voie de l'action et faire penser à leurs premières actions pour prendre en compte le vivant dans leur organisation. Et le troisième, c'est clairement de faire rêver collectivement, de s'émerveiller collectivement face à la puissance du vivant. On organise une réunion d'information le 25 avril sur ce sujet et dont je vous donnerai les détails à la fin du webinaire. Je vois qu'on a atteint quasi les 40 participants et du coup la page de publicité Rivage s'achève et on va pouvoir passer au programme du webinaire. Donc dans quelques minutes, je vais laisser la parole à Olivier qui va nous parler un peu de lui, de son parcours. Il va également nous expliquer en quoi le XXIe siècle
et probablement les suivants sont des siècles qu'il qualifie de fluctuants. Et pourquoi est-ce que ça rend la notion de performance caduque? Il nous partagera ensuite les leçons qu'il tire de son observation du vivant pour nous adapter du coup à ce siècle aux multiples crises. Enfin, on regardera comment les entreprises peuvent s'emparer du concept de robustesse à travers des exemples concrets, quels sont leurs intérêts et comment faire. Il y aura également un temps de questions-réponses à la fin. Néanmoins, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. On les prendra, on essaiera d'y répondre un peu au fur et à mesure pour que ce soit interactif au maximum, et puis on répondra à toutes les autres, ou en tout cas la majorité d'entre elles, à la fin. Voilà, et du coup on va commencer par notre traditionnelle première question. Olivier, quel rapport entretiens-tu avec le vivant? Et ben, un peu comme tout le monde, un rapport un peu de fascination. C'est-à-dire que quand on regarde le vivant, c'est foisonnant, c'est beau, c'est harmonieux, c'est apaisant. Enfin, en général, hein, je veux dire, quand on se promène, voilà. Et ça, quand on est tout petit, c'est souvent la relation qu'on a, la première relation qu'on a au vivant finalement. C'est ce côté un peu surprenant. Étonnant, bruyant parfois. Ouais. Et puis dans mon parcours, en fait, ça s'est transformé un petit peu. C'est que quand donc moi j'avais cet intérêt, disons, pour le vivant, et donc j'ai fait un peu des études de biologie, mais je veux dire même au collège, au lycée, quoi, juste voilà, les cours de biologie. Et là, en fait, j'ai pas été très satisfait. C'est-à-dire que quand on apprend la biologie, c'est en silo, quoi. C'est des petits morceaux de la biologie, quoi. On apprend le cœur, quoi. On apprend, je sais pas moi, la photosynthèse, et on n'apprend pas l'ensemble. Et du coup, on a une vision un petit peu réductionniste des choses. On a des petites, comme si on apprenait des machines, quoi, des petites machines qui fonctionnent à droite, à gauche, mais on n'a pas une vision intégrée. Donc ça, déjà, j'étais pas complètement satisfait. Ça répondait pas à mon envie première du vivant, quoi, qui est plutôt le côté foisonnant, ouvert, etc., intégré. Et puis ça s'est encore dégradé quand j'ai fait des études supérieures, hein, parce que là, surtout quand on fait je suis parti dans la voie de la biologie moléculaire et cellulaire, et là, c'était carrément programmatique, quoi. C'est qu'il y a des gènes maîtres, il y a des cascades de signalisation. En fait, c'est incroyable quand on regarde les livres de biologie, c'est un petit peu du créationnisme, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... il y a une pyramide, c'est comme s'il y a quelqu'un qui décidait, etc. Donc c'est très programmatique, c'est un peu un organigramme, quoi. Et donc ça correspondait vraiment pas du tout à la vision que j'avais du vivant. Alors, ce qui s'est passé au cours de mes études, c'est que la révolution systémique est rentrée à fond dans la question de la biologie. Et donc, quand je suis devenu chercheur, on a commencé à avoir des approches beaucoup plus horizontales, beaucoup plus intégrées, où on se focalise sur les interactions. Et là, d'un seul coup, on remet en cause beaucoup de récits du vivant, quoi. Et donc, la relation que j'entretiens, ou les rapports que j'entretiens avec le vivant, c'est plutôt cela. C'est des rapports d'interaction, finalement. C'est comment comprendre le vivant comme un réseau d'interaction et quelles sont ses propriétés émergentes. Et ça, notamment, tu l'as cité, la robustesse, pour moi, c'est la première leçon à prendre du vivant. Ok, bon, écoute, tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et puis comment tu es arrivé sur cette notion de la robustesse? Comment tu es tombé dans la marmite, quoi? Alors, il y a un petit peu donc ce que je viens de dire sur le côté un peu en réaction à mes études, c'est qui était trop un peu canalisé. Mais il y a autre chose, c'est en fait quand j'ai fait donc moi je travaille sur les plantes, sur le développement des plantes, et en étant chercheur, et donc j'avais ce regard un petit peu systémique, les interactions, etc. Et en analysant le développement des plantes, donc on se pose des questions, les questions qu'on se pose, hein, c'est pourquoi les feuilles sont plates, pourquoi les tiges sont cylindriques, pourquoi sur une hampe florale toutes les fleurs ont la même taille, enfin ce genre de questions-là. Donc c'est de la géométrie, c'est de la biophysique avec du vivant dedans, évidemment. Et c'est là que je me suis fait surprendre, c'est-à-dire que moi-même, j'étais drogué à la performance. C'est-à-dire que, par exemple, je pensais qu'il y avait une sorte de programme qui rendait les choses homogènes, quoi. Alors, je sais pas, un programme génétique ou je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui canalisait les choses pour que ce soit toujours pareil. Et en fait, quand on regarde bien, et donc ça, c'est nos travaux dans l'équipe, là, en fait, on a montré que au niveau cellulaire, notamment, c'est l'hétérogénéité qui est stimulée.
En fait, les systèmes vivants n'essayent pas de devenir plus homogènes, ils essayent de devenir plus hétérogènes. Et plus ils sont hétérogènes, plus c'est riche en informations. Et plus il y a d'informations, plus on peut converger vers une forme, une feuille plate, une tige cylindrique ou des fleurs qui se ressemblent. Donc en fait, c'est un peu le contre-modèle d'IKEA, si vous voulez. IKEA, c'est vraiment on suit le même plan pour tout le monde. Donc quand on construit son armoire, c'est la même notice et tout le monde construit la même armoire. Les êtres vivants, il n'y a pas de notice. En fait, vous pouvez juste regarder les mains droite, main gauche, hein, elles n'ont pas les mêmes lignes de la main. Il y a des différences. Quoi. Et ben, ça veut dire qu'en fait, les êtres vivants arrivent à des formes reproductibles, mais par d'autres chemins. Et ben, c'est de la robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. La stabilité, la reproductibilité, c'est une forme de stabilité qui émerge du fait qu'il y a beaucoup plus d'interactions chez les êtres vivants. Les êtres vivants densifient, diversifient les interactions, et plus c'est riche en informations, et plus on peut explorer des voies alternatives pour converger vers des voies qui sont adaptées à l'environnement, à l'instant T. Donc c'est un peu mon cheminement. Ouais, alors attends, du coup, si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est que à l'origine, tu travaillais sur aller chercher un peu des propriétés communes avec l'idée que, dans le fond, la nature offrait une certaine reproductibilité des choses. Et en fait, plus tu as creusé, plus tu as réalisé l'hétérogénéité énorme qui existait et que derrière une apparente homogénéité, en réalité, c'est très foisonnant. Est-ce que c'est ça la C'est très conclusion? foisonnant et en fait moi je pensais que, enfin initialement, hein, que en fait on pouvait avoir des systèmes qui ajoutaient de l'homogénéité à l'homogénéité. Et en fait, ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. C'est des choses très hétérogènes font des choses homogènes. Et plus c'est homogène, plus ça fait de l'hétérogénéité. Et plus c'est hétérogène, ça fait de l'homogénéité. Donc, c'est quelque chose qui oscille entre homogénéité et hétérogénéité. Donc, Ok. par exemple, au niveau cellulaire, c'est très hétérogène, mais ça fait des mains qui se ressemblent. Et puis, des mains vont faire des choses très hétérogènes. Enfin, à chaque échelle, ça change, quoi. Et donc, en fait, le vivant est très surprenant, hein, comme ça. Hein. C'est en fait, mais ça, en fait, ça révèle plutôt les idées préconçues qu'on a, quoi. Quand on plaque de la performance sur les êtres vivants, ça veut dire qu'en fait, on est un peu drogué à cette performance. En fait, on ne voit que ça chez les êtres vivants. Donc, l'exemple typique, hein, enfin, il y en a plein, hein, mais j'en prends peut-être un qui est moins typique, c'est la crevette pistolet, par exemple. La crevette pistolet, c'est une crevette qui a une grosse pince et qui, en claquant sa pince, envoie 4000 décibels et ça tue ses proies instantanément. 4000 décibels, c'est vraiment très, 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 très fort. Et donc, on peut considérer que ça, c'est un moment de performance incroyable. On pourrait presque construire toute une théorie du vivant performant sur cette histoire de la crevette pistolet qui est capable de produire ce son très, très fort. En fait, il faut juste réfléchir 2 minutes et si on prend la crevette dans son ensemble, quand même, elle doit se traîner une pince qui fait la taille de son corps, quoi. Ça, c'est pas très performant, hein, c'est très lourd. Hein. Donc, alors, le claquement de pince, il est très performant. Le moment pour tuer la proie, alors là, c'est vraiment un moment de grande performance. Tout le reste de sa vie, c'est pas du tout performant. Hein. C'est une grosse contrainte. Mais par contre, c'est robuste, quoi. Voilà, c'est un équilibre à trouver, quoi. Voilà, c'est juste pour illustrer, quoi. Ok, ah bah écoute, en effet c'est une histoire étonnante. Et du coup, juste pour revenir un tout petit peu sur ton parcours, tu travaillais sur les plantes, tu as cette découverte que, enfin, comment, t'arrives à sortir, à comprendre qu'est-ce que c'est, à définir la performance et à réaliser à travers tes observations que dans le fond, les systèmes intéressants étaient probablement plutôt les systèmes robustes. On y viendra un tout petit peu plus en détail juste après. Et là, tu sors des plantes pour venir poser ce concept à la société humaine. Comment est-ce que tu fais ce passage? Comment il est arrivé dans ta vie de laborantin des plantes à, je pense, le monde humain? Oui. Alors, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Hein, les parallèles entre biologie et société, c'est tentant, quoi. Parfois, c'est dangereux de faire des parallèles entre biologie et société. Hein. Mais là, quand même, ce qui m'a, alors, j'avais cet intérêt pour la biologie, et puis évidemment une inquiétude pour la question socio-écologique, comme beaucoup. Hein. Donc, c'est un peu une tâche de fond qu'on a un peu tous maintenant. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que ce message de robustesse était pertinent pour le milieu du développement durable, on va dire. Et donc, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi et je me suis rendu compte que, y compris dans le monde du développement durable, on était encore intoxiqué à la performance.
Et donc c'est là que je me suis dit, ah bah là, il faut quand même que je commence à le diffuser d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai fait des cours publics. À force de faire des cours publics, d'interagir avec des entreprises, etc., j'ai fini par dire, bon bah là, il y a un sujet, il faut vraiment le diffuser. Donc j'ai fini par écrire un livre qui permet d'en parler un peu plus, de toucher un autre public, etc. Donc en fait, c'est parti un peu comme ça. Et c'est aussi une conviction, hein, c'est-à-dire qu'on dit souvent, il y a une division entre science et société, hein, le fossé se creuse, quoi. Et alors le piège, ce serait que les scientifiques attendent que la société vienne à eux. Mais en fait, ça marche pas. C'est qu'il faut que les scientifiques aillent voir la société aussi. Enfin, il faut qu'il y ait les deux mouvements, quoi. Et donc, ça veut dire que les scientifiques, on doit consacrer, enfin, en tout cas, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, on doit consacrer une partie de notre temps à aller faire des projets de sciences citoyennes, de faire de la diffusion, mais pas raconter nos histoires de laboratoire, hein. C'est vraiment faire l'effort de vulgarisation, d'appropriation, de se confronter à des sociologues quand on est des mathématiciens, des biologistes. Enfin, je veux dire, vraiment sortir, quoi. Pas juste faire une conf sur notre projet de recherche. Vraiment aller vers la société, quoi. Et donc ça, c'est un peu une nouvelle mission des chercheurs. Et ça fait partie, pour moi, ça fait partie des missions de la recherche, quoi. Et donc, c'est une partie de ce que je fais, quoi. Ok, bah, écoute, très clair. Et bah, donc tu vas venir nous éclairer du coup et faire ce lien pédagogique. Dans ton opus, du coup, Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, le point de départ de ta réflexion, c'est que le 21e siècle va être fluctuant et que du coup, on va devoir s'adapter à ça. Qu'on est drogué à la notion de performance et que cette fluctuation la rend caduque. Donc ça fait plein de notions là déjà que j'apporte. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va commencer par la première, qu'est-ce que ça veut dire un siècle fluctuant? Alors, assez fluctuant. Donc, la fluctuation, ça veut dire qu'il y a des variations qui sont imprévisibles. Donc, c'est vraiment les deux choses. C'est que le côté aléatoire et en plus, ça varie. Donc, c'est pas des oscillations, par exemple, c'est vraiment d'un seul coup un changement de régime. Et puis on revient à la normale le lendemain, et puis après le surlendemain, c'est encore autre chose, etc. Donc c'est ça les fluctuations. Et ben en fait, si on lit sérieusement les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de la CIA, du Forum économique mondial, vous savez, il y a le mot polycrise, hein, c'est le nouveau mot à la mode là. En fait, on rentre dans ce monde de la polycrise. Ben, en fait, ça veut dire que ce que l'on pensait comme quelque chose d'anecdotique, de ponctuel, la crise, une variation, ça devient la nouvelle norme. C'est que la crise est permanente. Et en plus, elle est plurielle. Donc, ça veut dire que c'est les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, les crises géopolitiques. Et donc, ce qui va définir le 21e siècle, c'est ça, c'est le monde fluctuant. Et donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les scientifiques dans leur ensemble. Et que là, je ne suis qu'un porte-parole. Et donc, c'est sur le plan climatique, sur le plan des sécheresses, sur le plan de l'agriculture, sur le plan social, etc. Donc, c'est ça, le monde fluctuant qui vient. Donc, il va falloir en faire quelque chose. Ok. Et alors, du coup, la performance. Donc, le deuxième postulat, c'est notre société est droguée à la performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, notre société est droguée à la performance. Alors, je vais définir la performance. Donc, Oui. la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et ben ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une société du contrôle, de l'optimisation, donc de la performance. C'est devenu le catéchisme mondial, hein, très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société qui questionne à peu près tout, sauf la performance. On est dans la cancel culture, hein, mais par contre, la performance, on l'a toujours pas questionnée, quoi. C'est en fait quand on est plus performant. Tu peux nous donner un exemple, des exemples de comment s'incarne cette addiction à la performance dans notre société? Alors, un exemple typique, c'est là, on va avoir les Jeux Olympiques bientôt en France, en 2024, du sport de compétition. Et ben, il y a des projets pour faire des Enhanced Games, donc des jeux augmentés, où on va autoriser le dopage. Donc là, du coup, on va le cran d'après. Donc ça veut dire qu'on va aller voir des sportifs qui vont littéralement se tuer sur scène, quoi. C'est le retour des jeux du cirque. Ben ça, c'est une ode à la performance. C'est qu'en fait, le niveau de performance n'est pas suffisant. Notre performance humaine, il faut que ce soit une performance surhumaine. Un autre exemple, c'est si vous tapez héros dans votre moteur de recherche favori, vous allez tomber sur des images de super-héros. C'est le héros ne suffit plus, il faut que ce soit des super-héros.
J'ai vu récemment là, une publicité pour une sorte de ceinture avec de l'intelligence artificielle qui permet d'anticiper ses mouvements. Donc, quand on est en randonnée, ça nous soutient son sac à dos, ça corrige les mouvements des muscles pour au cas où on se foule la cheville. Donc, en fait, c'est incroyable. Même la promenade devient augmentée. C'est qu'en fait, tout est soumis à l'injonction de performance. Les vacances, les nuits, on ne peut plus s'ennuyer. Dans les transports en commun, il suffit de regarder autour de nous. Hein, le temps libre est occupé par les smartphones. C'est que le temps libre n'existe plus. On doit l'utiliser à faire quelque chose d'utile, d'être tout le temps sur des réseaux, etc. Donc en fait, on a canalisé notre temps d'attention et notre temps d'activité au service de la performance, sans jamais questionner le fait que est-ce que c'est toujours bien comme ça d'être dans l'efficacité, l'efficience en permanence. Autre exemple que tu donnes dans ton livre aussi, c'était l'agriculture. Je trouvais qu'il parlait assez, Ouais. surtout sur le sujet du vivant, du coup, cette agriculture chimique bourrée de pesticides qui a été extrêmement performante, mais avec les conséquences qu'on connaît. Finalement, on a les limites de cette performance, quoi. Ça c'est Gilles Clément, hein, la préséance du vivant. C'est-à-dire, en fait, on a fait une guerre à la vie. La performance, c'est une guerre à la vie. En fait, quand on fait de la performance, on soutient la compétition. Et quand on fait de la compétition, on soutient la violence. C'est vraiment l'équation. Hein. Performance alimente la compétition alimente la violence. Dans une compétition, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Et ben, nous, ce qu'on a fait, les humains, c'est d'augmenter nos performances en faisant la guerre à la vie. Et donc, l'agriculture intensive, c'est l'exemple typique qui se comprend bien en même temps, hein, après-guerre. Il fallait nourrir du monde, etc. Donc, on peut comprendre le contexte historique. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait continué. C'est pendant quelques années qu'on le fasse, pourquoi pas. Ça peut être une parenthèse, un peu comme la fièvre, mais c'est tout, quoi. Et en effet, donc, quand on fait de l'irrigation, quand on met des engrais, quand on met des pesticides, ponctuellement, ça peut se comprendre. Quand ça devient un système général, bah, ça veut dire qu'on est en train d'épuiser les nappes phréatiques, donc on est en train de se condamner à terme. Quand on met des engrais, on est en train de les polluer, on est en train de tuer les sols. Les pesticides, c'est pareil, on est en train de tuer la biodiversité qui pourtant apporte des services écosystémiques aux parcelles. Hein. Les résistances aux pathogènes, le maintien d'hygrométrie du sol, tout ça, ça dépend de la biodiversité. Ben, en fait, on a plutôt choisi d'avoir une vision extraterrestre de la Terre. C'est ce qu'on pourrait appeler une terra-déformation, où en fait, on tue la vie pour en faire un désert mécanique, où ce sont les machines, une certaine rationalité de l'irrationalité, c'est-à-dire où en fait la performance domine. C'est inquestionnable, il faut que ce soit très performant. Et plus c'est performant, mieux c'est. Et en fait, plus c'est performant, plus c'est mort. Hein. Ok, intéressant. Est-ce que du coup maintenant tu peux nous faire ce lien? Donc on comprend on rentre dans un monde qui va être en fait en crise permanente. Ça va être l'état, la nouvelle stabilité du monde. Dans le fond, ça va être d'être en crise et fluctuant. Nous, on est drogués à la performance. Et le troisième notion que tu apportes, c'est que cette fluctuation du monde rend la performance caduque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors ça, c'est le point clé. C'est le point clé. On ne peut pas comprendre la critique de la performance si on ne voit pas ça. En fait, la performance, donc efficacité, efficience, c'est une canalisation. Quand on fait de l'efficacité et d'efficience, donc ça veut dire qu'on atteint son objectif avec le moins de moyens possible, ça veut dire qu'on a réduit notre vision du monde. On va atteindre son objectif. Quand on atteint son objectif, on a raté tous les autres. Donc c'est une vision extrêmement étroite du monde. Ce sont les indicateurs de performance. En fait, quand on a des indicateurs de performance, ça veut dire qu'on prétend savoir résumer tout le monde à un indicateur, quoi. La quantité de CO2 dans le monde, le PIB, tous ces indicateurs de performance, ça, c'est une vision extrêmement réduite du monde. Et donc, dans un monde qui est stable et abondant en ressources, ça marche très bien. Parce qu'en fait, si on se canalise dans une voie, mais que de toute façon, il y a plein de ressources ailleurs, c'est pas grave, quoi. Si on épuise les ressources dans ce petit endroit-là, c'est pas très grave, parce qu'il y a plein de ressources ailleurs. Si c'est stable, en plus, on peut se projeter dans le temps long. Si on rentre dans un monde instable, en pénurie chronique de ressources, c'est vraiment la dernière chose à faire. Et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. S'enferrer dans une voie étroite, dans un monde qui change tout le temps, ça n'a aucun sens. Et donc, il faut surtout pas faire de performance dans un monde fluctuant. Et donc, il faut faire de la robustesse. C'est le contre-modèle. Et ben écoute, ça fait une transition parfaite. Du coup, donc, tu as observé le vivant. Qu'est-ce que tu
constate alors, la robustesse, bien sûr, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de comment les systèmes vivants, parce qu'ils sont robustes, nous donnent des clés d'adaptation? Ouais. Bah, vu que là, on sort de l'hiver, là, plus ou moins, l'hiver, c'est un exemple typique de fluctuation dans une vie en région tempérée, hein, bien sûr. Quand on passe l'hiver, il y a beaucoup d'animaux qui font de l'hibernation. Les plantes, elles font de la vie ralentie. Donc, en fait, pendant l'hiver, les êtres vivants, la plupart des êtres vivants, ils dorment. Ça, c'est pas de la performance, hein. La vie ralentie, c'est on ralentit son métabolisme. Donc, on fait un métabolisme moins performant. Mais quand on fait ça, en fait, quand on passe cet hiver-là, du coup, à ne rien faire, hein, finalement, hein, donc c'est vraiment de la zéro performance, quoi, ou pas beaucoup de performance, et en fait, on laisse passer la fluctuation et puis on se réveille au printemps. Et puis c'est reparti. Cette hibernation, c'est une solution de robustesse où en fait on vit avec les fluctuations, mais du coup on passe en mode de ralenti. Il y a la même chose pour les bactéries, hein. Les bactéries, quand on les soumet à des antibiotiques, donc elles sont agressées par les antibiotiques, parce que souvent les bactéries, ce qu'elles font, c'est qu'elles dorment aussi. Elles se mettent à dormir. Et c'est ça qui explique que la plupart des antibiorésistances, c'est qu'en fait, les bactéries ne détoxifient pas leur environnement, hein, elles le font un peu, mais en fait, souvent, elles dorment, elles laissent passer la vague et puis elles se réveillent un peu plus tard. C'est pour ça qu'elles deviennent résistantes aux antibiotiques, parce que finalement, elles apprennent et puis elles laissent passer les vagues d'antibiotiques. Donc en fait, il y a... Intéressant, la performance, ce serait lutter contre, se dire ok, je veux m'adapter, je vais aller, c'est l'hiver, je vais mettre du chauffage, essayer d'être quand même à fond comme en été. Alors que c'est l'hiver, la robustesse, ce serait plutôt d'accepter cet état de fait et de s'adapter à la fluctuation. Exactement. La version performante, ce serait des animaux qui iraient au supermarché acheter des doudounes chauffantes, quoi. Ça, ce serait la solution performante. En fait, ce qu'ils font plutôt, c'est qu'ils dorment. Et en fait, même plus que accepter les fluctuations, ils l'accueillent. En fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est pas forcément agréable, hein, le froid, hein, mais ils l'accueillent. C'est qu'ils l'acceptent pas vraiment, en fait. Mais par contre, ils l'accueillent. C'est-à-dire qu'ils prennent ça comme une donnée implacable, thermodynamique du monde. Et donc, si ça se refroidit, il faut que je ralentisse. Et c'est pas qu'il faut, hein, c'est juste l'évolution qui a sélectionné cette stratégie-là et qui est une stratégie qui paye, hein, depuis des millions d'années. Donc, une sorte de quand même de validation par le temps et par les fluctuations, quoi. Est-ce que tu pourrais nous partager aussi un exemple, moi, que j'ai trouvé dans ton livre, sur la sous-optimalité que tu illustres avec la photosynthèse? Tu pourrais nous en dire un mot parce que je l'avais trouvé extrêmement parlant, cet exemple. Oui. Alors la photosynthèse, donc en plus c'est un bon exemple à mon avis, la photosynthèse, parce que c'est le processus métabolique le plus important sur Terre. C'est ce qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibre de carbone. Donc une plante, hein, c'est du CO2 polymérisé, hein, plus ou moins. Et donc ça existe depuis 3,8 milliards d'années. Donc il y a 3,8 milliards d'années, c'était pas des plantes, hein, c'était des bactéries, mais elles faisaient de la photosynthèse déjà. Très ancien. Donc ça a traversé des fluctuations incroyables, hein, dans l'histoire de la Terre. Aujourd'hui, quand on mesure le rendement énergétique de la photosynthèse, on tombe sur des chiffres dans les champs, hein, de 0,3 à 0,8%, donc moins de 1%. Donc ça veut dire que les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc c'est pas du tout performant, hein. Donc entre parenthèses, donc faut vraiment arrêter avec l'idée du vivant qui serait sobre et économe, hein. Le vivant n'est pas sobre, il n'est pas économe. En fait, il utilise énormément de ressources. Mais par contre, pourquoi un tel gâchis, hein, on pourrait dire comme ça, pourquoi les plantes n'utilisent pas plus d'énergie solaire? En fait, c'est tout simple, c'est qu'en fait, si il y a des fluctuations lumineuses notamment, donc s'il y a un rayon de soleil très fort d'un seul coup là qui apparaîtrait, donc une fluctuation lumineuse, si la photosynthèse était trop performante, cette plante prendrait feu. Elle ne pourrait pas gérer une fluctuation lumineuse. Et donc, en fait, 99% de pertes, c'est le seuil nécessaire pour vivre dans un monde fluctuant. Et donc, en fait, on va contre la performance pour ajouter de la robustesse. C'est qu'en fait, quand on est robuste, hein, donc maintenir la stabilité du système malgré les fluctuations, hein, c'est ça la définition de la robustesse. Donc maintenir la stabilité malgré les fluctuations, cette stabilité, cette durabilité, cette pérennité demande de baisser sa performance pour garder des marges de manœuvre. Et en fait, pour autoriser des fluctuations. Et donc la photosynthèse, c'est l'exemple parfait pour ça. Alors ça se suit aussi dans la chaîne alimentaire, hein. Les herbivores qui mangent des plantes, ils gâchent 90% de l'apport calorique.
et les carnivores qui mangent des herbivores, de nouveau, il y a une perte de 90%. Donc en fait, c'est juste un exemple hein, pour illustrer le fait qu'à chaque fois, les êtres vivants en fait mettent en avant plutôt la robustesse. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est leur robustesse. Les êtres vivants sont robustes hein, et en fait, il n'est jamais vraiment question de performance. Tout ça. Et ce qui était intéressant aussi, je complète avec ma lecture, tu comparais les photosynthèses, du coup, on a à peu près 1% de conversion avec nos panneaux solaires où il y a 15%. Donc, on pourrait se dire que quelque part, l'humain est plus performant que le vivant. Mais du coup, les plantes, elles ont réussi à s'adapter partout, à coloniser absolument toute la planète et à survivre à ces fluctuations, donc le jour, la nuit, l'hiver, l'été. Et c'est justement grâce à cette sous-optimalité Exactement. voilà, qu'elles ont cette puissance, quoi. Exactement. Et en fait, si on revient aux panneaux solaires, hein, les panneaux solaires, si vraiment on faisait le bilan total, c'est qu'en fait, la photosynthèse, ce qui est extraordinaire, c'est que ça capture de l'énergie solaire, la photosynthèse, mais ça se régénère, ça se répare. C'est assez incroyable. Hein. Aujourd'hui, enfin, les panneaux solaires, en plus, c'est pas la même chose. Hein. Les panneaux solaires, c'est juste de l'énergie. Hein. C'est pas de la synthèse de nouvelles molécules, etc. Ben, les panneaux solaires, si vraiment on faisait le bilan entier, les matériaux, cela dit, dans les panneaux solaires, c'est surtout silicium, hein, donc c'est pas le pire hein, dans les énergies renouvelables, on est plutôt un qui est vertueux. Mais quand même, à construire, on n'a pas encore des panneaux solaires complètement réparables, hein, certainement pas régénérables. Bah, ça quand même, c'est le coup en fait. Hein. Donc si vraiment on veut que ce soit robuste, un panneau solaire, enfin si on voulait une robustesse totale, il faudrait que ce soit réparable, adaptable, régénérable. Et ben à mon avis, on passerait de 15% à 1%. Hein. Et donc en fait, on retomberait sur les chiffres de la photosynthèse. Quoi. Ouais. Du coup, donc, pour résumer, on a des crises qui vont devenir absolument permanentes. Nous, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est de la performance, c'est-à-dire contrôler, optimiser, ce qui devient non seulement impossible, mais en plus idiot, c'est-à-dire ce qui nous fragilise quand ça bouge tout le temps. Parce que si on fait tout le temps la même chose très très bien, on n'est plus capable de s'adapter. Dans le vivant, du coup, le vivant est robuste. Ça veut dire qu'il est capable de, face à ces fluctuations, maintenir un système stable. Et du coup, là, ce que tu nous proposes, c'est de nous en inspirer. Dans les notions clés aussi que tu apportes, qui définissent un peu la robustesse, du coup, il y a un peu cette idée de sous-optimalité, vraiment le contraire absolu de la performance, de ce qu'on sait faire. Et tu amènes une deuxième notion qui est aussi hyper importante et intéressante, qui est cette notion d'interaction. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot sur, en fait, qu'est-ce qui, dans le vivant, construit la robustesse? Tu as très bien résumé. Mais en effet, les interactions, c'est ce qui nourrit la robustesse. En fait, on peut presque faire une équation comme ça, où en fait, ce qui fait que la sous-optimalité, ça marche et ça fait de la robustesse, c'est qu'en fait, c'est l'équation contraire de tout à l'heure. Hein, quand je disais performance alimente la compétition, alimente la violence. Chez les êtres vivants, on commence par de la sous-optimalité, donc des maillons faibles, des faiblesses, des fragilités, des vulnérabilités. Ça, on pourrait appeler ça des lacunes, hein, des frustrations, enfin voilà, dans le monde social, quoi. Ça attire les interactions. Et que quand il y a un maillon faible, on va plutôt se concentrer, interagir. Il y a un problème, donc du coup, on va agréger des partenaires. Et plus le maillon est faible, plus on va agréger de partenaires. Donc ça, c'est les interactions qui créent une forme d'interaction. Et ces interactions, on va trouver un chemin qui nous permet d'embarquer ce maillon faible comme c'est la force des maillons faibles, si on veut. Quoi. En fait, ça va créer des liens entre tous ces partenaires et faire une forme de coopération. Donc, en fait, le maillon faible est la source de la coopération et le nutriment, si on peut dire ça comme ça, qui va plutôt alimenter la coopération. Quand il y a un maillon faible, on ne l'évacue pas, ce qui serait la version performante d'évacuer le maillon faible. On construit tout dessus. Donc, les êtres vivants se construisent sur redondance, hétérogénéité, lenteur, délai, inachèvement. Donc, c'est que des contre-performances. Donc, c'est un peu des maillons faibles. On pourrait voir dans le monde de la performance, ce serait des maillons faibles. Mais ces maillons faibles, en fait, nourrissent les interactions, stimulent les interactions et donc stimulent la coopération. Et donc, on trouve d'autres chemins qui sont basés sur les interactions. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un monde basé sur les interactions, qui est donc le monde du vivant, remplace l'abondance matérielle
par l'abondance des interactions. Et donc, c'est vraiment un autre modèle. C'est qu'en fait, on n'est plus dans une politique extractiviste où on fait beaucoup d'extractions, très peu d'interactions. Dans le monde du vivant et dans le monde de la robustesse, on fait très peu d'extractions pour faire beaucoup d'interactions. Donc, c'est en fait le monde de la robustesse. Oui, vas-y, pardon, termine. Ce que je voulais juste dire, c'est que le monde de la robustesse, c'est le monde de la richesse des interactions. C'est pour ça que c'est si engageant, en fait. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret, parce qu'on comprend ce que ça veut dire théoriquement de construire autour du maillon faible, mais du coup, par quoi ça s'incarne dans le vivant? Alors, par exemple, une symbiose entre un arbre et des champignons. Un champignon, il n'est pas autotrophe, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de fabriquer ses nutriments. Il est obligé de manger quelque chose d'autre. Comme nous, hein, on est hétérotrophe, on est obligé de manger autre chose. Donc ça, c'est une grande faiblesse quand même. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas autonome. Quand on est hétérotrophe comme un champignon, on a besoin que quelqu'un nous donne à manger, quoi. Voilà. Donc c'est une grande faiblesse. Les plantes, c'est le contraire. Elles sont capables de produire leurs aliments parce qu'elles utilisent la lumière. Hein. La photosynthèse, ça leur fait leurs aliments, donc elles sont autotrophes. Elles ont pas besoin, on n'a pas besoin de les alimenter. Elles s'alimentent toutes seules avec. Enfin, elles ont besoin d'eau, quoi, et de quelques sels minéraux, mais grosso modo, elles sont autonomes. Par contre, elles ont des limites. C'est-à-dire que, par exemple, leurs racines ne sont pas capables d'absorber tant d'eau que ça, quoi. Elles ont aussi des limites sur la capture des nutriments, sur la synthèse des vitamines. Et bien ça y est, là, il y a une coopération. C'est-à-dire que la plante va fournir les nutriments, les ressources, finalement, aux champignons. Donc, c'est plutôt des ressources sucrées. Et le champignon, lui, il va se nourrir de la plante, mais par contre, il va lui fournir des capacités d'absorption de l'eau démultipliées. Et aussi, il va lui fournir des vitamines et d'autres signaux, des tas d'autres choses en fait. Et donc, cette symbiose, c'est des avantages mutuels, quoi, qui sont échangés, mais qui sont construits dans les deux cas sur une défaillance du système. C'est que dans les deux cas, il y a un point faible. La plante n'est pas capable de survivre tout seul. Il lui faut des symbioses pour survivre. Ce qui fait d'ailleurs que c'est très compliqué d'imaginer des plantes sur Mars, hein, parce qu'il faut reconstituer tout un écosystème. Hein. Ferme la parenthèse. Donc, ce qu'on comprend là, c'est que l'interaction, elle est construite, dans le fond, pour pallier à chaque fois les points faibles, les vulnérabilités des deux organismes. Et du coup, c'est ça qui va être le sujet de l'objet de leur interaction, quoi. Exactement, c'est un petit peu l'image de la côte de maille, quoi. C'est qu'une côte de maille, s'il y a quelques crochets qui manquent, ça se tiendra toujours, quoi. Parce qu'il y a plein d'interactions dans tous les sens. La version performante, ce serait une petite ficelle, quoi. Si on coupe la ficelle, il n'y a plus rien. Parce que c'est très, très pauvre en interaction, quoi. Là, il y a plein d'interactions partout, donc ça, voilà, si on coupe quelques côtes, ça va toujours tenir, quoi. Super. Donc, on comprend bien ce que c'est théoriquement, du coup, cette notion de robustesse. Comment les entreprises peuvent s'approprier cette notion de robustesse et peut-être particulièrement les entreprises où on parle de performance économique, c'est vraiment au cœur de notre pensée économique. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'être robuste pour une entreprise? Alors, les entreprises, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles sont soumises aux fluctuations du monde, comme tout le monde. Et en général, plus les entreprises sont petites et plus elles sont exposées, parce que du coup, elles ont moins de réserves et donc elles sont plus sensibles aux fluctuations du monde. Et donc, en fait, si on veut chercher des solutions robustes dans les entreprises, c'est plutôt dans les petites entreprises, celles qui sont aux marges de l'activité économique et qui sont soumises à des fortes fluctuations. Et en fait, dans l'entreprise, moi, ce que j'encourage les entrepreneurs à faire, c'est de faire un audit interne de robustesse. En fait, quand on regarde le fonctionnement de son entreprise, ce qu'on peut faire, c'est identifier les contre-performances dans son entreprise et en quoi elles nourrissent la robustesse de son entreprise. L'exemple typique, c'est la pause café. La pause café, c'est un moment non productif, donc c'est un moment de non-performance, parce qu'on perd du temps, quelque part. Mais par contre, ça crée du lien social, ça crée du sentiment d'appartenance et ça crée de l'innovation. Parce que là, il y a des discussions aléatoires et c'est là qu'émergent des nouvelles idées, quoi. Ben ça, c'est un moment de robustesse, la pause café. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Hein. Donc, dans l'audit interne de robustesse de l'entreprise, on peut penser au fait qu'on ait des stocks, par exemple. Donc, Andros, par exemple, les compotes, là, ils ont 2 à 3 ans de stock de fruits congelés. Hein.
Donc, ils ont des stocks. Hein. Ça permet de passer les fluctuations. Les êtres vivants aussi, hein, en plein de stocks. Hein. C'est toujours pareil. Les parallèles sont toujours là. C'est le banc de touche aussi. Hein. Ça veut dire qu'on ne fait pas tourner ces machines à 100% tout le temps, quoi. Parce qu'il y a bien un jour où elles vont casser, quoi. S'il y a un coup de bourre, s'il y a une grosse commande. Voilà. Donc ça, c'est de la robustesse de premier niveau, quoi. C'est de la robustesse économique. Il faut un patron qui est fou, il fait tourner tout à plein pot, quoi. Bon, bah évidemment, ça fait du burn-out humain, du burn-out des machines, du burn-out économique, ça n'a aucun sens, quoi. Dans un monde fluctuant sur le plan social, géopolitique, écologique, il faut intégrer un risque qui n'est pas seulement un risque économique. Il faut intégrer le risque social, le risque politique, géopolitique, le risque écologique. Et du coup, il faut prendre encore plus de marge de manœuvre. Donc, ça veut dire penser l'autonomie de son entreprise, y compris de son usine, quoi. Si c'est dans une usine, utiliser son foncier pour devenir autonome en eau, par exemple, récupérer son eau de pluie. Ça, c'est tout bête, hein, mais les chasses d'eau, elles peuvent utiliser l'eau de pluie, hein, y a aucun problème, quoi. Bah là, d'un seul coup, on va être un peu plus autonome en eau, on va moins dépendre s'il y a des sécheresses, etc., ou même pour les machines, hein, évidemment. Hein. Enfin, voilà, on peut imaginer des tas de choses comme ça. Et donc ça, il y a plein d'entreprises comme ça qui sont inspirantes, hein, mais en fait, la robustesse, c'est l'idée d'augmenter les marges de manœuvre pour autoriser toutes les trajectoires. Et donc, ça veut dire qu'on va élargir, laisser plus de place à des événements imprévus, quoi. Donc, alors, de façon très pratique, hein, il y a l'audit interne qu'on peut faire, audit interne de robustesse. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est un test de robustesse. Donc, en faire fluctuer certains paramètres économiques ou sociaux. Donc, par exemple, l'année prochaine, le pétrole est 30% plus cher. En quoi ça change mon modèle économique? Bah, ça, c'est une fluctuation qui n'est pas complètement ahurissante, hein, c'est même très probable. Hein. Bah, si c'est 30% plus cher, quelles sont mes solutions? Est-ce que je produis de la biomasse sur mon terrain, par exemple, qui me permettrait d'être un peu autonome en énergie? Est-ce que j'ai des panneaux solaires sur mon toit? Est-ce que je peux réduire ma production d'énergie? Est-ce que je peux faire des choix? Est-ce que je peux basculer sur la réparation des biens plutôt que la production des biens pour mon activité économique? Voilà, donc, c'est diversification des activités. Un autre exemple, c'est si j'ai une méga inondation dans mon voisinage qui touche une de mes usines, ça c'est une autre fluctuation qui peut arriver, qu'est-ce que j'ai pour y répondre, quoi? Est-ce que j'ai une autre activité? Par exemple, mon usine va être arrêtée pendant 9 mois, par exemple. Qu'est-ce que je fais pendant 9 mois? Si en amont, j'ai développé des activités de formation, des activités pédagogiques, des activités de réparation, c'est peut-être ça qui va devenir le cœur de mon activité pendant ces 9 mois. Ça, c'est de la robustesse. Et c'est la robustesse qui m'intéresse parce que c'est beaucoup plus basé sur les interactions. Et donc, c'est une forme de robustesse socio-économique. Ce n'est pas seulement de la robustesse économique, c'est aussi de la robustesse sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on va se connecter au collectif, à ces collectivités. Peut-être qu'on va trouver de nouveaux clients comme ça. Peut-être qu'on va trouver d'autres activités. Peut-être qu'on va faire d'autres innovations, de l'innovation sociale. Ça, en fait, d'une crise, on va en faire quelque chose. C'est toujours pareil. On se construit sur un point faible pour faire de la robustesse. C'est juste quelques pistes, hein, mais c'est pour... Est-ce qu'il existe aujourd'hui des entreprises robustes, c'est-à-dire qui ont déjà réfléchi et mis en place des processus pour être robustes? Alors, il y a plein d'entreprises qui ont déjà intégré le risque économique. Donc, ça c'est pas nouveau, mais qui souvent en sont restés là. Donc, du coup, il y a des entreprises qui sont allées un peu plus loin, qui ont intégré le risque social, donc notamment des entreprises qui fonctionnent beaucoup plus comme des coopératives, qui ne sont pas forcément des coopératives, hein, mais qui sont plus participatives, où c'est plus horizontal, le management est modulaire, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, où ça sera plus, si c'est bien au service de la robustesse, hein, parce qu'on peut aussi imaginer une sorte de management libéré au service de la performance. Alors là, c'est encore pire, hein, c'est-à-dire qu'on responsabilise les individus, hein. Donc là, c'est de la performance déléguée aux collaborateurs. Donc là, c'est encore pire que tout. Mais disons qu'il y a des embryons, disons, il y a des évolutions vers de la robustesse dans certaines entreprises. Et puis, il y a des entreprises qui sont allées très loin dans la robustesse. Donc, l'exemple qu'on utilise souvent dans le monde écologique, c'est Pocheco, cette fameuse boîte qui fait des enveloppes. Son patron s'appelle Emmanuel Druon, qui fait des enveloppes à côté de Lille. Et ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est qu'ils ont mis, dès le départ, la question du vivant au cœur de l'activité économique. C'est que c'est pas juste cosmétique, c'est pas un peu plus robuste. C'est qu'en fait, ils ont tout construit sur le respect du vivant, sur leur foncier.
Donc, en effet, ils récupèrent l'eau de pluie, ils ont des plantes sur le toit pour isoler, ils ont des vergers, ils font de l'agroécologie, ils ont isolé, ils ont ouvert des fenêtres pour qu'il y ait de la lumière qui rentre dans les ateliers. Enfin, c'est de la robustesse dans tous les sens du terme. Et ils ont aussi beaucoup diversifié leurs activités. Donc, ils font pas que des enveloppes, hein, ils font aussi de la formation, ils ont un bureau d'études, ils font des activités culturelles, c'est devenu quasiment une succursale de la maison d'édition Actes Sud. Enfin, ils ont vraiment beaucoup diversifié. Et donc, leur robustesse, finalement, elle est construite sur cette hétérogénéité des activités et aussi sur un lien au territoire, mais un lien physique, c'est-à-dire qu'ils sont liés à leur gravier, à leurs cailloux, à leur terre, à leurs plantes, quoi, à leur eau. C'est pas juste des fournisseurs extérieurs, quoi. Il y a un vrai lien construit, et donc ça c'est une forme de robustesse énorme. Et d'ailleurs, ils l'ont vécu hein, pendant la guerre en Ukraine, quand les coûts de l'énergie ont augmenté fortement. Ben, eux, en fait, la moitié de leur énergie, ils la produisaient eux-mêmes, quoi. Donc, ils ont été 2 fois moins impactés que d'autres entreprises. Ça me donne enfin, j'ai 2 autres exemples, moi, là, qui me pop en tête. Le premier, c'est sur l'agriculture, avec tout ce mouvement un peu agroécologique, et puis certains qui vont être allés même contre les machines, revenir à du travail à la main, etc. Donc on peut se dire, oh mon Dieu, c'est pas du tout performant, mais on sait que les marges en agriculture sont un vrai sujet. Donc quand le prix du pétrole augmente, le fait de pouvoir se passer de machines et en fait de continuer à produire peut-être au même prix à ce moment-là, parce qu'on n'est pas impacté. Je trouve que c'est un bon exemple de robustesse. Et le deuxième que je voulais partager, c'est Marguerite Laborde de Mustela, qui était notre dernière invitée au webinaire, qui nous expliquait que une des réflexions de Mustela, donc Mustela fait des crèmes et des produits pour bébés, c'était pour être notamment plus robuste, de diversifier ses approvisionnements. Et donc, une partie de ces formules, c'est, je crois, des avocats du Pérou, donc avec le risque que ne puisse plus être livré, que ça a des impacts écologiques importants. Et donc, il y a toute une réflexion sur comment aller chercher faire de la R&D pour avoir des molécules et des formules chimiques pour leurs crèmes sur la base de produits autour de chez eux. Et donc, je crois qu'en l'occurrence, chez eux, c'était une réflexion sur le lin. Et donc, voilà, ça permet d'accentuer la robustesse de l'entreprise. Ouais, bah c'est 2 beaux exemples. Alors, je vais reprendre les deux. Sur l'agriculture, en fait, c'est vrai que d'avoir moins de dépendance aux machines, en fait, c'est l'agriculture de précision, celle qui dépend de drones, d'intelligence artificielle. C'est une agriculture de l'aliénation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les paysans qui sont déjà dépendants de semenciers, de machines, etc., vont être dépendants en plus du numérique, quoi. Donc ça, c'est une très grande fragilité. Donc en fait, l'agriculture du futur ne se fera pas sans machines. Il y aura toujours des machines. Comme nous, on va pas abandonner la machine à laver. Hein. C'est quand même, ça a libéré du temps. Il y a quand même des progrès. Je veux dire, il y a des machines qui sont quand même utiles. Mais il y a un certain nombre de machines qui sont complètement inutiles, hein, et surtout des machines qui nous enferment, qui nous canalisent, quoi. Donc en fait, l'agriculture, le paysan du futur, il aura des machines qu'il peut réparer lui-même ou elle-même, et ce seront des machines polyvalentes. C'est que ce ne sera pas des machines qui font de la précision, c'est plutôt des machines de l'imprécision, quoi. C'est de l'agriculture de l'imprécision, quoi. Qui sont en fait, qui peuvent faire plusieurs choses, qui servent un peu à tout. C'est un peu le couteau suisse, quoi. Voilà. Ça c'est de la robustesse, quoi. Et c'est un petit peu pareil à mon avis pour les crèmes. Donc il y a à la fois la diversification des fournisseurs, mais il y a aussi une réflexion à avoir sur la polyvalence des crèmes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des crèmes pour les moindres centimètres carrés de notre visage, quoi, pour le nez, pour le dessous des yeux, pour les joues, les fesses, enfin j'en sais rien, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une crème universelle alors, la polyvalence, c'est aussi de la robustesse. C'est-à-dire qu'en fait, à force de se spécialiser, en fait, on perd. Si on devient dépendant d'un objet hyper précis, c'est très, très, très fragile, quoi. La polyvalence, ça permet de la robustesse. Et donc ça, la polyvalence, c'est général, hein. C'est vrai pour les crèmes, mais c'est évidemment vrai pour des collaborateurs dans une entreprise. Un collaborateur qui est polyvalent, eh ben, il peut remplacer quand un collègue est absent. Lui-même peut se former, il peut apprendre d'autres choses, etc.
Alors, la dernière question, en fait, tu y as déjà répondu en partie. C'était sur quelles sont les étapes à mettre en œuvre pour devenir une entreprise robuste. Tu nous as parlé de faire un audit interne, tu nous as parlé de stress test. Est-ce qu'il y a une autre étape Ouais. importante? Moi, ce que je vous propose, c'est la méthode de la santé commune. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'Institut Michel Serres. Donc, c'est 3 étapes. La première étape, dont je n'ai pas parlé, ce qui est finalement la plus importante, c'est de questionner les questions. C'est-à-dire qu'en fait, en général, notre cerveau va beaucoup trop vite à la solution et du coup, on apporte en général la meilleure réponse à la mauvaise question. Donc, c'est ce qui se passe avec le tout digital, le tout électrique. Voilà, on a l'impression d'apporter la bonne réponse alors qu'on n'a pas forcément toujours posé la bonne question. Typiquement, sur le tout électrique, c'est la dépendance au lithium, par exemple. Bon, le lithium, la moitié, ça vient du Pérou, du Chili. C'est géopolitiquement hyper chargé dans un endroit où il y a beaucoup de sécheresse, où il faut beaucoup d'eau pour extraire du lithium. Enfin, donc, c'est assez mal pensé, quoi. Donc, du coup, plutôt, on peut se poser d'autres questions. Donc, en fait, la première étape, c'est de questionner les questions. Et donc, une méthode, c'est de présenter son projet d'entreprise ou son projet tout court à des personnes très distantes. Et quand on fait ça, en fait, on rentre dans l'imaginaire de ces personnes-là. Et du coup, en fait, on fait passer un test de robustesse à sa question. Donc, en fait, il faut plutôt penser que la question qu'on s'est posée, le problème qu'on a identifié, ce n'est pas le bon. Très souvent, quand je fais ça avec des entrepreneurs, hein, il y a souvent des problèmes de recrutement, par exemple. Quand on fait l'exercice, la question change. Ce n'est plus un problème de recrutement, c'est un problème de sentiment d'appartenance. On ne répond pas du tout pareil à un problème de recrutement ou à un problème de sentiment d'appartenance. Les réponses ne seront pas les mêmes. Et donc, si on doit passer du temps, de l'investissement, de l'énergie à répondre à un problème, faut mieux être sûr que c'est le bon problème, quoi. Donc voilà, faire passer un test de robustesse à sa question. C'est la première étape. Deuxième étape, quand on construit son projet, alors il y a l'audit interne de robustesse, hein, qui peut être une étape intermédiaire déjà pour avoir le déjà là robuste dans l'entreprise. Donc surtout pas pour ne pas l'évacuer, quoi. Donc les contre-performances de l'entreprise, les valoriser, parce que c'est souvent ça qui va construire de la robustesse. Mais en fait, la deuxième étape, c'est en fait construire un projet qui alimente la santé humaine, la santé sociale et la santé des milieux naturels. Les 3 sans exception. C'est qu'en fait, si ça n'alimente que la santé humaine, en fait, ça va pas être robuste, hein. Il faut que la santé humaine, ça marche que s'il y a de la santé sociale, et la santé sociale, ça marche que s'il y a de la santé des milieux naturels, hein. C'est vraiment une pyramide, quoi, hein, avec la fondation qui est la santé des milieux naturels. Donc, ça veut dire que, par exemple, on choisit des fournisseurs qui respectent les milieux naturels, hein. Ça peut être très indirect, hein, comme ça. Donc là, du coup, on a un projet qui se tient bien. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est qu'il a une forme d'architecture robuste parce qu'il est assis sur la santé sociale et la santé des milieux naturels. Et la troisième étape, c'est le test de fluctuation, donc le test de robustesse sur le projet. Donc c'est là où on fait les fluctuations, le pétrole 30% plus cher, le méga feu dans le voisinage, on perd la subvention de l'État, enfin voilà, ce genre de fluctuations imprévues, on va dire. Et donc là, il se passe deux choses. Soit ça passe, le projet fonctionne toujours, et donc ça, qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée un modèle économique robuste. Et donc là, en fait, on a créé un modèle économique. Et la place du modèle économique a été inversée. C'est-à-dire que ce n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et là, c'est à sa place. L'économie est à sa place. Ça doit être le produit de sortie. Il ne faut pas que ce soit la contrainte d'entrée. Et donc, en fait, quand on a passé le test de robustesse sur la question, la pyramide avec les 3 santé et le test de fluctuation, on a produit un modèle économique robuste. Et donc, si c'est robuste, en fait, on ne se préoccupe pas de la performance parce qu'il est robuste. Ça va durer, quoi. Donc, il y aura toujours de l'activité économique, il y aura toujours du chiffre d'affaires, il y aura toujours de la vie, quoi. Mais il y a un deuxième scénario, c'est qu'en fait, si jamais ça ne passe pas le test de fluctuation, ce qui est possible, hein, peut-être que ça va casser. Alors, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a mal posé la question. Et donc, il faut refaire un tour. C'est qu'il faut changer de question. C'était pas la bonne question au départ. Changer de question, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire qu'on change de problème, on répond pas au bon problème, ou est-ce que ça veut dire prendre le problème sous un autre angle? Alors, ça peut être le même problème pris sous un autre angle, hein. En fait, c'est juste qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la question. En fait, le test de robustesse qu'on a fait sur la première, en fait, on l'a pas fait suffisamment longtemps, quoi. Bon, en tout cas, on l'a pas challengé suffisamment, quoi. Donc, c'est souvent ça. En fait, ça peut être le même problème, hein, mais c'est juste qu'il a été mal défini. C'est peut-être un sous-problème, en fait, qu'on doit vraiment gérer, quoi. Ou, voilà, faut aller plus près du cristal, quoi. Voilà. Très, très clair. Alors, on a des questions. Je vais
laisser la parole à Thibaut, qui du coup a sélectionné un certain nombre de questions. Hop, Thibaut, c'est à toi. On a eu pas mal de questions. La première, c'est Nathalie qui l'a posée au début, qui se demandait si la performance, selon toi, Olivier, elle pouvait pas être vue de façon positive aussi sous certains angles. Alors la performance, le côté positif de la performance, c'est quand c'est des fenêtres. Donc c'est comme nous, les êtres humains, quand on a la fièvre. Quand on est à 38-39 degrés, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est là que notre corps est le plus performant. Et en fait, c'est un boost de performance de notre métabolisme et de notre système immunitaire. Et donc, en fait, c'est des moments de performance, des fenêtres de performance courtes qui sont finalement nécessaires à la robustesse du système. Mais c'est parce que c'est court que c'est robuste. Si on reste tout le temps à 38-39 degrés, bah, vous le savez bien, on est fatigué, on fait un burn-out moléculaire. On ne peut pas rester longtemps dans la performance. Donc, en fait, ce qui est positif dans la performance, c'est quand c'est transitoire et quand c'est en réponse à un événement particulièrement qui sort de la normale de façon extrême. Ok, très bien, merci. Une deuxième question qui avait été posée par Aurélie. Est-ce que tu pourrais nous donner la différence que toi tu vois entre la robustesse et la résilience? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que ça... Ouais, alors, la résilience, je dirais presque que c'est le contraire de la robustesse maintenant. Enfin, je pousse un peu le bouchon. La résilience, c'est une trajectoire. Donc, ça vient de la science des matériaux. C'est un matériau qu'on déforme et qui revient à l'état initial. Et puis, ça a été utilisé en psychologie pour dire c'est quand on tombe et qu'on se relève après un traumatisme, par exemple. Et donc, la résilience, ça s'est généralisé dans le monde socio-économique. Et là, ça devient toxique parce qu'en fait, ça devient une injonction à tomber pour se relever. Et en fait, l'histoire n'est racontée que par ceux qui se sont relevés, quoi. Il y en a plein qui sont tombés et qui ne se sont pas relevés. Donc la résilience est très dangereuse parce que c'est plutôt, ça pousse les personnes à prendre des risques démesurés pour apprendre de leurs échecs ou je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, ça fait beaucoup de dégâts. L'autre chose, c'est que quand on fait de la résilience, on se focalise sur la trajectoire. Et donc la trajectoire, on va l'optimiser, quoi. On va essayer de tomber moins longtemps ou moins bas, quoi. Bah, ça, c'est de la performance. Et du coup, en fait, on réduit tout le monde à une petite trajectoire. La robustesse, c'est les frontières, c'est autre chose. C'est se placer dans les conditions dans lesquelles on ne tombe pas. Ou en tout cas, si on tombe, on est sûr de se relever, quoi. Ou si je le dis différemment, pour être résilient, mais vraiment résilient, c'est-à-dire qu'on se relève à tous les coups, il faut d'abord être robuste. C'est la robustesse d'abord. Et la résilience, en fait, quand on commence par la résilience, ça peut devenir toxique. Ok, merci pour cet éclaircissement important. Une nouvelle question qui avait été posée par Nathalie, qui nous demande si, selon toi, est-ce que la pandémie du Covid a été un test grandeur nature de la robustesse pour les entreprises et même pour nos modes de vie? Absolument. Alors c'est extraordinaire. La période Covid, en fait, ça a été une grande fluctuation planétaire. C'est la première fois que le monde entier a été confiné, quand même. C'est un moment incroyable. C'est l'anthropocène en vrai, quoi. C'est que là, tout le monde a été connecté. En Argentine, en Chine, tout le monde était confiné. Et ben, ce moment de Covid, en fait, ça a révélé deux choses. Ça a révélé la très grande fragilité de la mondialisation et du monde de la performance qu'on a construit, sur tous les plans. Le Covid, le SARS-CoV-2, le virus, c'est un virus banal, très banal. Ce qui est très anormal, c'est l'état de santé des humains. Le diabète, l'obésité, le transport super vite qui propage les virus très très rapidement. C'est ça notre fragilité finalement. Et donc en fait, dès qu'on bloque quelque chose, on s'est rendu compte que tous nos médicaments, enfin 60% de nos principes actifs sont fabriqués en Chine, en Inde. C'est d'une fragilité incroyable quand il y a une pandémie. Nos masques, tout ça, c'est tout construit en Chine, fabriqué en Chine. C'est là que ça a révélé la fragilité du système. Mais ça a aussi révélé une forme de robustesse. Quand, par exemple, on a commencé à sortir les machines à coudre pour fabriquer, bricoler des masques, quoi. Donc, il y a une capacité des citoyens à se mettre ensemble, à coopérer et à apporter des solutions. Ça a aussi révélé le fait que les villes, par exemple, qu'on a tant optimisées avec des couloirs bien spécifiques, etc., d'un seul coup, les trottoirs, ça devenait des salles d'attente. Les places, ça devenait des centres de vaccination. Ça, c'est de l'adaptabilité, c'est de la robustesse. Donc, on a encore des espaces dans les villes qui sont multifonctionnels, qui sont polyvalents. Ça, c'est une forme de robustesse. Et la dernière chose, c'est que la crise Covid, on peut considérer qu'on est revenu comme avant.
après Covid. Mais en fait, ça a semé beaucoup de graines. Hein. Le grand désengagement, le big quit, hein, le quiet quitting, il y a plein de noms pour ça. Le tankping en Chine, enfin, il y a plein de le One Vivir en Amérique du Sud. Tout ça, ces mouvements-là, ils ont été très stimulés par la période Covid. Et donc, moi, je pense que les adolescents qui ont vécu la crise Covid savent que le monde peut s'arrêter. Et donc, ils ont appris que la performance avait ses limites. Et donc, on peut inventer un autre monde. Ça, à mon avis, c'est pas anodin. Hein. Ça va construire un nouveau monde. Est-ce que c'est la première génération qui va réellement changer les choses alors? Absolument. Alors, exactement. À mon avis, c'est la première génération qui aura la légitimité et le pouvoir de construire le monde de la robustesse. Et ça va se passer dans les 10 ans qui viennent. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on ne va pas mettre tout sur les épaules des jeunes. Hein. Faut qu'on s'y mette tous. Hein. C'est que les jeunes, c'est eux qui vont le construire, c'est eux qui seront aux manettes. Hein. Mais il faut que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire que c'est comme quand on dit que c'est les enfants qui vont construire le monde de demain. Il faut que les parents y aillent aussi. Hein. Sinon, ça n'a aucun sens. Hein. On est d'accord. C'est des épaules partagées, quoi. Très bien. Merci, Olivier. Ouais, super. Le temps presse. Du coup, il y avait d'autres questions, mais on n'aura pas le temps d'y répondre. On n'aura pas le temps d'y répondre là. Moi, je voulais vous partager quelques informations du coup sur la suite. Si vous avez aimé la pensée d'Olivier, je vous encourage à foncer, acheter ou emprunter ou voilà, Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant. En fait, donc il y a 2 ouvrages. La troisième voie du vivant, qui est l'ouvrage complet, et Antidote au culte de la performance, qui est un tract de Gallimard qui doit faire 50 pages, qui doit se lire en 1h30. Voilà, c'est un petit bijou. Donc, je vous encourage vivement à lire l'un de ces 2 ouvrages. Nous, de notre côté, on organise 2 prochains webinaires. Le prochain, donc, c'est le 30 mai à midi avec Jean-Pierre Bou sur Homo Sphéris, Biosphéris, n'importe quoi, inscrire l'humanité au service de la biosphère pour résoudre les crises environnementales. Donc, on est toujours bien dans notre thème. Et le 9 juillet, ce sera avec Aïna Kéros sur le biomimétisme comme levier durable d'innovation pour les entreprises. Comment les entreprises s'inspirent du vivant pour réussir à innover sur plein de plans, aussi bien technologique que social. Voilà. Je vous ai parlé de notre atelier au début du webinaire Suivez la piste du vivant. On organise une réunion d'information le 25 avril à midi. Et enfin, si vous voulez nous suivre, je vous encourage à nous suivre sur LinkedIn, sur Instagram, ou encore à vous abonner à notre newsletter pour recevoir des infos inspirantes sur le vivant, des initiatives, nos prochains webinaires, et puis des initiatives d'entreprises qui s'engagent. Donc voilà pour la suite. Un grand merci Olivier pour ce moment et cette heure passée avec nous, et puis d'avoir accepté de partager ta pensée avec la communauté de Rivage. Avec plaisir, merci de l'accueil. Merci Olivier, merci à tout le monde. Et puis on se retrouve le 30 mai pour le prochain webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.